Naturel, il revient au galop. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence sur les antennes de Savan TV. On vous retrouve pour le dernier round de Bonjour le Faso pour cette semaine. Francis Emmanuel Zongo pour vous servir en lieu et place de la consoeur Abzeta Nikiema. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un village, celui de Koumi, dans quelques instants dans cette émission avec la rubrique à la découverte de et par la suite, il sera question d'actualité, question également de permettre à ces personnes qui nous suivent d'avoir une idée sur la coloration de ce que fait les chougras des différentes parutions. Ça sera dans la revue de presse avec El Hadja Amadi Adama Soro. Et comme vous le savez bien, l'émission Bonjour le Faso est meublée par la présence d'invités et aujourd'hui, il sera question de sécurité routière. Nous recevrons d'ici là sur ce plateau Madame Boudnoma Nina Same Ne Yamero. Elle est la directrice de la promotion de la sécurité routière à l'ONASER. Et au cours de cette émission, nous serons toujours dans cette même veine sécuritaire avec sécurité routière, une de nos rubriques ici même dans ce programme. Et par la suite, nous recevrons Honoré Onaja qui nous proposera les bons plans pour ce week-end. Eh bien, voici donc le menu concentré de ce dernier round de l'émission Bonjour le Faso. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la première articulation de Bonjour le Faso, nous sommes à la découverte du village de Koumi. Prêtez oreille attentive, suivons ensemble l'élément. En fait, ici, le village, nous avons des agriculteurs. Des agriculteurs ce que nos cultures à Koumi ici, c'est le maïs, l'arachide, pois de terre, haricots, etc. Et les forgerons qui s'occupent de la forge, qui fabriquent des outils pour les agriculteurs, des dabas, et des sarues, des couteaux qui fabriquent aussi. D'autres font des pièces pour la sasse, d'autres même qui font des fusils, et d'autres font la bronze. La culture, ce que vous voyez, l'initiation, ça consiste chez nous ici de passage à l'enfant à l'âge adulte. Avant d'être initié, tu as droit à une formation pendant 7 ans. Cette formation, chaque année, vous partez en bourse pour 1 mois. Avec les responsables coutumiers, vous apprenez beaucoup de choses coutumiers. Vous apprenez aussi les travaux champêtres. Faites les travaux champêtres. Et aussi, vous apprenez une langue qui est différente que la langue bobo. Ça, on appelle la langue des initiés. Langue des initiés. Quand vous remarquez, pendant les funérailles, il y a beaucoup d'équipes d'enfants ou des femmes qui sont accompagnées par une personne. C'est des initiés. La personne qui accompagne ces femmes ou des enfants, c'est des initiés. Parce qu'eux, ils comprennent la langue des initiés. Ils peuvent communiquer avec des masques. Ouais. Et une fois que tu n'es pas initié, tu n'as pas le droit à te promener lors des funérailles. Quand il y a des masques, tu n'as pas le droit à te promener seul. Il faut être avec un initié qui t'accompagne. Comme je parle de passage à l'enfant à l'âge adulte, quand tu es enfant, tu ne portes pas d'habit. Et ce qui fait qu'avant chez nous ici, tu voyais, il y a des femmes qui portaient des feuilles de branches seulement et des hommes portaient aussi une bande de petites pailles. Et c'est ce que ces jeunes garçons font pendant une année avant d'être initiés. Une année avant d'être initiés. Et ce que vous avez vu à la SNC, ils viennent de finir leur initiation la semaine passée. C'est obligatoire. Parce que l'initiation est obligatoire à Koumi ici. Et une fois que tu n'es pas initié, tu n'as aucune considération dans ce village. Même si tu as mis un enfant au monde qui a fait l'initiation avant toi, on le considère plus que toi. Et le jour que tu as décidé non initié, c'est comme si c'est une grossesse qui est avortée. Pas de funérailles. Après l'enterrement, il n'y a pas de funérailles. Pourtant, si tu suis l'initiation, quand tu es vieux et que tu n'as plus, on continue directement après l'enterrement, on continue avec les cérémonies de funérailles, les petites funérailles. Après ça, les grandes funérailles.
Alors, à la 22e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, vous avez vu ces initiés de Koumi défiler au niveau, bien sûr, du stade. Alors, vous avez vu les initiés du village de Koumi défiler torse nu, ces dames et ces hommes-là qui ont défilé pour montrer ce que c'est que leur culture. Nous sommes allés à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso pour découvrir ce village Bobo qui est Koumi, parce que oui, il faut vous amener à la découverte de ce village. On y va. Le village de Koumi est situé à environ 16 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce village habité par la communauté Bobo est particulier grâce à sa construction. Le village de Koumi a préservé l'aspect architectural atypique. Dans ce village, on retrouve des habitats atypiques de la communauté Bobo. Malgré l'urbanisation, ce village a préservé la construction avec la terre rouge et les anciennes constructions. À Koumi, le visiteur est vite frappé par l'architecture du vieux quartier. En effet, les habitations sont construites directement avec de la terre rouge et les toits sont faits en paille ou en bois. Une fois dans le vieux quartier de Koumi, vous remarquerez qu'il n'y a pas de maison en briques ni de maison en ciment. La construction se fait simplement avec la terre rouge. Cette architecture traditionnelle constitue aujourd'hui une des principales richesses de Koumi. À Koumi, chaque concession est un regroupement de plusieurs maisons disposées autour d'une cour centrale. Les toitures terrasses plates sont en terre battue ou légèrement inclinées pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie et les toitures en chaume sont utilisées pour les cases rondes. Au cœur de ce village de Koumi se trouve aussi l'arbre à palabre. Ce lieu joue un rôle important dans l'organisation sociale de la communauté. Ce village Bobo se distingue notamment par ses maisons en terre, son organisation sociale et ses pratiques traditionnelles. C'est dans ce village de Koumi que les initiés marchent torse nu. Et lors de la Semaine nationale de la culture, les filles et fils initiés du village de Koumi ont défilé torse nu à la cérémonie d'ouverture. Au cœur du village se trouve aussi l'arbre à palabre. Ce lieu joue un rôle important dans l'organisation sociale de la communauté. Les habitants s'y retrouvent pour échanger et régler certaines questions et transmettre également les valeurs du village. À travers ces pratiques, les habitants cherchent à maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le village de Koumi est ancré dans la tradition Bobo. Koumi présente également une organisation particulière. Le village ne dispose que d'une seule entrée et une seule sortie. Son architecture, ses lieux sacrés et son organisation sociale attirent des visiteurs, mais aussi des chercheurs et des étudiants intéressés par l'histoire et le patrimoine culturel de ce village. Dans les concessions, on retrouve des cases dédiées à des fonctions spécifiques, telles que la case des ancêtres réservée au culte et aux offrandes, la case des femmes pour la cuisine et les activités domestiques, la case des fétiches pour les objets sacrés et les rituels. Dans chaque recoin du village de Koumi, on retrouve des hôtels communautaires comme ceux dédiés aux cérémonies d'initiation et aux baptêmes traditionnels. Nous venons de découvrir le village de Koumi, ce village Bobo situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Si vous êtes de passage à Bobo, n'hésitez pas à venir découvrir l'histoire et ce village atypique de Koumi. Alors nous on se dit à une autre fois pour une autre découverte. Adja Amadi Adamasouro, nous sommes avec vous et comme d'habitude, vous nous proposez bien sûr les différents titres de nos confrères de la presse écrite et par la suite des thèmes ou des sujets seront revus au pain fin avec tout le plaisir et bien sûr la dextérité qui vous anime. Bonjour Francis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette revue de presse comme vous l'avez dit et nous commençons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, AES, Ouagadougou, capitale de la jeunesse confédérale, Burkina, Belgique, le vice-président, le vice-premier ministre des Affaires étrangères,
Maxime Prévost chez le chef de l'État. Gratuité des soins, 28,547 milliards injectés en 2025. IB aux immergés patriotiques du CRU 2026 au stade de Zikato. Battez-vous jusqu'au sacrifice suprême. Radioscopie, Alger, Niger-Algérie. Lamine Zen en terrain diplomatique balisé. News du VSD, 1er septembre, opération vente de 100 tonnes de riz saisis. Mortalité des silures sacrées constatée après l'incendie du grand marché des Bobos du Lasso. À Mayotte, Paris conditionne son aide à une coopération migratoire avec 7 pays. 10 magistrats devant le CSM et 3 révoqués au Gabon. À la suite du journal, aujourd'hui au Faso, place au journal Citoyen, à la une du quotidien d'État, jeunesse de la Confédération AES, utile échange avec Bassolma Bazier. Au Burkina, Belgique, renforcement de la coopération sous le signe du respect des choix des autorités burkinabées. Chronique, l'AES en marche. Clôture de l'immersion patriotique obligatoire 2026, 65 000 ambassadeurs des valeurs cardinales de la nation. Votre mission, c'est de défendre les intérêts de votre patrie, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal L'Express du Faso édité à Bobo du Lasso. À la une de l'Express du Faso, autant le dire, incendie au grand marché des Bobos, prévenir une éventuelle catastrophe. Relations diplomatiques Burkina-Belgique, renforcement de la coopération sous le signe du respect. Vrai ou faux, 100 tonnes de riz saisis, confisqués, mises en vente. Alerte sur des cas de mortalité des silures sacrées dans les marigots oué. Immersion patriotique obligatoire 2026 et un moral d'acier pour que la patrie reste toujours debout. Président capitaine Ibrahim Traoré. Élevage, 15 000 tonnes de céréales subventionnées mises à la disposition des provendiers. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien Angleterre, Issa Kaboré définitivement transféré à Wrexham et FC. Deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire. Ne soyez pas des traîtres pour votre patrie, capitaine Ibrahim Traoré. Direction générale des douanes, 708,3 milliards de francs CFA mobilisés au 30 juin 2026. Échange extérieur, le Burkina décroche un excédent commercial record. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, mystère psychique et spirituel, la logique et la rigueur sont primordiales dans toute avancée notoire, selon Roch Bakionon. Popouri, dégradation des équipements de sécurité routière à Ouagam, les populations invitées à dénoncer les auteurs. Douane, des saisies d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA réalisées au deuxième trimestre de l'année 2026. Clôture de l'immersion patriotique obligatoire 2026. Soyez des Burkinabés dignes, fiers, ne soyez pas des traîtres pour votre patrie, exhorte le président du Faso. Les appelés s'engagent à aimer davantage le pays et à le protéger par tous les moyens. Mémorial du temps, Paul VI en terre sainte. Santé des dents des enfants. Les parents doivent aussi s'impliquer. Terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, relations diplomatiques Burkina Faso-Belgique sous le signe du respect des choix des autorités burkinabées. Fin immersion patriotique obligatoire 2026 à Ouaga. Le président Ibrahim Traoré prêche le courage et la détermination. Une nouvelle génération de patriotes atténués, des citoyens nouveaux et de référence à Nando. Open TV de Kaya, désormais une télévision de proximité pour les Koulsé. Une lettre pour l'AI, condamné à vie pour avoir vendu vite, condamné à vie pour avoir voulu vite gagner sa vie. À la Tikouma, y a-t-il eu pacte de silence? Bourse chinoise, attention à l'arnaque.
groupe spécial d'intervention de la police nationale et le commissaire principal Issa Zongo officiellement aux commandes. Merci à vous, El Hadja Amade Adamasoro. Nous avons suivi avec attention ce que vous avez lu pour nous pour les différentes apparitions, c'est-à-dire la une de ces journaux. Et nous commençons avec un sujet qui fait pratiquement, bien sûr, couler beaucoup d'encre de salive, qui est en principe pour nous le dénominateur commun de l'actualité. C'est la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire. La clôture a été faite hier sous le regard, bien sûr, du camarade Ibrahim Traoré, voilà, on va le dire ainsi, et on commence avec ce sujet. Absolument, je pense que tous les qualificatifs doivent être convoqués pour exprimer ce que tout Burkinabé a dû ressentir hier en voyant les images partout du pays, pas seulement au niveau de Ouagadougou. Et ces images, en réalité, nous indiquent que la trajectoire que nous avons prise le 30 septembre 2022 est la bonne. La preuve est que, au départ, nous avons certainement entendu des dénonciations par-ci par-là, que c'est une manière cavalière de forcer les bacheliers à la vie militaire. Mais après la première édition, les échos favorables qui ont été donnés, non seulement par les appelés eux-mêmes, les parents, les encadreurs, nous réconfortent que cette option était la meilleure. Si vous voyez, j'ai pu regarder de près les modules qui ont été inculqués aux appelés. Alors ça part de l'histoire du Burkina Faso, de l'histoire de l'Afrique, les valeurs du patriotisme, les valeurs donc du civisme. Et le but ultime, c'est de parvenir à sécréter un Burkinabé nouveau. C'est pourquoi, quand vous voyez toute l'attention, toute la rigueur, tous les sacrifices qui sont consentis pour inculquer ces valeurs aux appelés, nous pouvons donc dire que nous sommes sur ce chemin de la création, entre guillemets, du Burkinabé nouveau. Quand vous regardez, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit lors de sa prise de parole, devant donc dans la cuvette du 4 août, du stade du 4 août, que en réalité toutes les grandes nations sont passées par là, sont passées par d'abord la clarification de la vision. Il faut une vision claire, savoir d'où est-ce que nous sommes venus, où est-ce que nous partons, et mobiliser maintenant les moyens. Parce que pour qu'une nation puisse quitter un statut A vers un statut B, il faut qu'il y ait au moins trois éléments. Il y a d'abord la vision. Si la vision est bien structurée, est bien ancrée, alors c'est déjà le premier pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le courage politique. Parce que ce qui a quand même manqué à beaucoup de pays, à beaucoup de dirigeants africains, c'est que nous avions des dirigeants qui n'étaient pas assez courageux. Parce qu'ils se disaient que s'ils prenaient tel acte ou telle action, cela allait à l'encontre, entre guillemets, du maître d'hier. Et nous avons vu également qu'il y a eu beaucoup de tentatives de réduire au silence, de réduire à néant des leaders africains qui effectivement des ambitions pour leur nation, pour leur patrie. Le troisième élément, c'est ce que j'appelle le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est ce qui nous permet d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Aujourd'hui, à moins d'être vraiment frappé par une mauvaise foi inqualifiable, toute personne sait que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a fait un bond qualitatif et quantitatif dans beaucoup de domaines. Dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la souveraineté politique, dans le domaine économique. Tantôt, on donnait un titre qui disait que le pays a réalisé un excédent commercial record dans l'histoire du Burkina Faso. Nous avons vu également une société d'État dont les chiffres d'affaires ont dépassé même le budget national. C'est pour dire que, à moins d'être, comme je l'ai dit, de mauvaise foi,
le Burkina Faso avance. Et quand le Burkina Faso avance, cela prouve que nous avions vu juste donc de soutenir cette dynamique qui a consisté à provoquer cette cassure, cette rupture avec l'ancien ordre. Parce que vous ne pouvez pas avoir un agent pathogène dans le corps, hein? Vous ne l'extirpez pas et vous voulez maintenant soigner ce corps. Le premier acte consiste à extirper cet agent pathogène dans le corps avant maintenant d'administrer, d'appliquer le remède qui sied. Et je pense que en dénonçant les accords de coopération militaire avec la France, en dénonçant aussi la disposition de la non-double taxation, etc., nous avons d'abord balayé, défriché le terrain pour maintenant être autonome. Parce que quand vous n'êtes pas autonome, quand vous n'êtes pas indépendant dans la conception, dans l'implémentation de vos projets, de vos actes politiques, alors tout ce que vous avez envie donc de réaliser va tomber à l'eau. Donc je pense que cette immersion patriotique obligatoire, deuxième du genre, réconforte les Burkinabés qui ont cru effectivement à cette initiative et au premier chef, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit qu'il a un rêve pour ce pays et que ce rêve va se réaliser. J'ai un rêve pour ce pays et ce rêve va se réaliser. Merci à vous, El Hadj Amadi Adamasso, avec cette explication qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Quand c'est vrai, on le dit, amoureux. Quand la vérité est là, la tête se prend sur le mur d'elle seule. Voilà, pour dire tout simplement qu'elle est d'accord avec cela. Alors, une deuxième édition qui a porté ses fruits. Des jeunes qui sont sortis ragaillardis, encore plus patriotiques que jamais, avec les modules qui ont été enseignés et qui vont affronter la vie. C'est ça également la façon de recréer le Burkinabé nouveau, n'est-ce pas, El Hadj? Absolument. Et pour cela, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de l'école de la vie. Parce que l'école de la vie est à l'opposé de l'école académique. Parce que l'école académique, on peut dire que tout est déjà planifié, tout est déjà ficelé. On ne va pas vous demander de répondre à des questions à l'examen si vous n'avez pas vu ça dans les leçons. Alors que l'école de la vie, ce n'est pas cela. Souvent, la leçon vient après l'épreuve. Voyez-vous? Donc, où l'examen vient avant la leçon. Donc, c'est pour dire que cette nouvelle page qui s'est ouverte à ces appelés-là doit leur permettre d'avoir, comme il a dit, un moral d'acier. Parce que lui, il a dit, à un moment donné, il voulait même démissionner de l'armée. Parce que c'était dans une sorte de cercle vicieux. Vous ne pouviez rien faire, mais le patriotisme, voilà, effectivement, le patriotisme a pris le dessus. Et heureusement pour nous, Burkinabés, et pour le Sahel, pour l'Afrique, car si nous avions effectivement raté ce tournant-là, je ne sais pas, aujourd'hui, nous serions où? Vous savez très bien qu'il y avait beaucoup de villes qui étaient menacées de coupures. On ne pouvait même pas peut-être aller à Bobo, aller même dans des endroits, en tout cas très. Mais ce qui m'a remarqué, ce qui m'a marqué le plus lors de cette cérémonie, c'est le fait que le chef de l'État ait demandé à toute l'assistance de se mettre debout pour ovationner les FDS. C'est une première. Et lui-même, il s'est mis dans la danse. Puisqu'il a dit que c'est grâce effectivement au sacrifice, à la bravoure, aux prouesses développées, déployées par les FDS, que cette deuxième édition a pu se tenir dans toutes les localités où on a voulu qu'elle se tienne. Alors donc, souvent, il faut remercier cela. Et quand, dans certaines situations, on reçoit une mission, on oublie qu'il y a eu un chauffeur ou il y a eu un pilote. Donc il faut aussi de temps en temps alors faire une mention spéciale aux chauffeurs, aux pilotes qui ont conduit donc la délégation. Alors ici, encore une fois, tous nos hommages, toutes nos félicitations aux FDS, aux forces combattantes qui veillent sur la maison de Burkina Faso jour et nuit afin que nous autres journalistes nous puissions continuer aussi à jouer notre partition, donner l'information, sensibiliser, faire en sorte que tout Burkinabé sache que le destin, il est commun et les trajectoires doivent être également communes.
Voilà qui est bien dit, courage au FDS, ces boys déployés sur le champ d'honneur, les théâtres d'opération pour que le Burkina Faso puisse préserver son intégrité nationale. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, pour un mois d'immersion patriotique, ces jeunes ont marché au pas de façon millimétrée avec une belle synchronisation. Ça retient notre attention et ça fait preuve également de discipline dans les rangs. Voyez-vous, on se croirait sur notre tropique, eh bien c'est au Burkina Faso et le message ira loin. On attend maintenant de voir ces détracteurs qui vont prendre leurs plumes et peindre tout en noir, mais nous vivons ici avec la paix, nous vivons ici avec l'abnégation pour pouvoir avancer et faire de ce pays Et un Eldorado. nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans Dans 10 ans. pour commencer à voir Ah oui. les premiers résultats positifs de cette transformation radicale de la société burkinabé voulue et implémentée par le capitaine Ibrahim Traoré. Ça sera fait, Inch'Allah, avec l'effort et la conjugaison de tout ce que nous pouvons faire pour ce pays. Deuxième sujet, nous prenons notre avion pour atterrir à Alger. On serait tenté de dire à Alger la destination à ne pas manquer, puisque le Premier ministre nigérien y était. On est avec vous pour voir tout cela. Juste un mot pour dire que cette visite du Premier ministre Ali Mohamed Zeyn au niveau donc d'Alger survient à la suite de la visite de son homologue malien, le général Abdoulaye Maïga, pour les fins observateurs de la scène géopolitique africaine. Cela, effectivement, est d'abord inattendu, mais est aussi attendu. Pourquoi? Parce que il y a eu un gap communicationnel entre la brouille diplomatique qui a eu lieu entre le Mali et l'Algérie et cette visite de haut niveau. Alors, pour certains observateurs qui ont suivi ce développement de nous-mêmes, nous avions su qu'il y a eu un travail au préalable qui a été fait, notamment lors de la visite du président nigérien, Abdelrahman Tchani, en Algérie. Vous savez très bien qu'actuellement, même si nous sommes en confédération et que chaque État conserve sa souveraineté, mais il y a quand même ce qu'on appelle des dossiers transversaux. Et ces dossiers transversaux, parmi donc ces dossiers figurent bien sûr les dossiers algériens. Nous avons su que nous savons très bien que l'origine de la brouille a été le fait que l'armée algérienne ait abattu le drone malien et ensuite aussi l'attaque de Tizawaten qui a provoqué des morts dans le rang des soldats maliens et ce que les partenaires russes. Cela donc a été consécutif effectivement à cette situation et on a vu des pics diplomatiques de part et d'autre. Finalement, la calmie est revenue, les ambassadeurs qui étaient rappelés ont regagné leurs postes et maintenant, quelle est la suite? Et je pense que la visite donc du président, du moins du premier ministre nigérien, Ali Mohamed Zeyn au niveau donc de l'Algérie, va se pencher sur effectivement l'après-accalmie. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que effectivement cette convergence retrouvée entre Bamako et Alger puisse se transformer en acte concret pour le bonheur des deux peuples algériens et maliens, mais aussi pour le bonheur des populations de l'AES dans son ensemble. Parce que la confédération AES a vocation à devenir une fédération. Et pour cela, il faudra donc que les cordons soient accordés, et les violences soient donc accordées et que nous puissions à terme parvenir maintenant à mettre en place une structure, en tout cas fêtière entre les trois, pour essayer maintenant d'adresser les questions diplomatiques, les questions internationales, afin qu'on ne donne pas l'impression d'une certaine cacophonie, parce qu'il y a certains peuples qui ne comprennent pas pourquoi voilà, il y avait une certaine hostilité algérienne envers le Mali et que malgré cela, le Niger continue d'avoir des relations avec l'Algérie. Donc ça ne se passe pas comme ça, parce que la géopolitique a ses raisons, souvent que la raison ignore. Les relations internationales ont les raisons que la raison ignore. Et il faut souvent du tact pour comprendre certains non-dits. Et je pense que nous avons la chance d'avoir des dirigeants qui sont rompus aux négociations,
ou en tout cas au contour de la diplomatie internationale. Nous avons des diplomates chevronnés donc à la tête des ministères des Affaires étrangères, et nous pensons que toutes les actions qui seront entreprises iront donc dans le sens de la concrétisation de ce que nous avons appelé les 3D, développement, défense, diplomatie. Merci à vous, LH Amadé Soro. Ce que vous avez dit est très intéressant. Les questions internationales ont leur raison, que la raison même ignore. Pratiquement, pour le commun des mortels, pour certaines situations, il faut aller à couteau tiré ou même refuser d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport d'une quelconque nation parce qu'on a certaines bisbilles ou certains malentendus ou différents entre nous. Et vous avez cette aisance d'expliquer aux populations qu'à ce niveau, c'est pas comme nous voyons, mais il faut passer par d'autres chemins pour pouvoir y arriver. Juste en 2-3 phrases, donnez-nous cette formule magique. La diplomatie souterraine. C'est ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Ce qui se passe loin des projecteurs, ce qui se passe loin donc des caméras. Et le plus souvent, c'est cette diplomatie souterraine et qui est efficace, qui est efficace parce que cette diplomatie souterraine met en jeu les intérêts qui sont imbriqués. Quand vous avez par exemple une frontière avec un pays, alors vous ne pouvez pas déplacer votre pays parce qu'il y a un problème, il y a un différend. Donc même si officiellement alors le courant ne passe pas, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a un canal officieux qui est conservé pour permettre effectivement la poursuite donc, du dialogue. Ce n'est pas l'émotion qui gère les affaires internationales, mais c'est plutôt le réalisme. Vous savez qu'en matière donc, de relations internationales, il y a des théories qui ont été donc élaborées. Nous avons donc mentionné toutes ces théories-là, enfin la plupart de ces théories dans notre document sur l'AES. Parmi ces théories, il y a ce qu'on appelle la théorie du réalisme. Alors cette théorie stipule que vous ne pouvez pas ne pas cohabiter ensemble, parce que vous avez des intérêts interdépendants. Le fait qu'il y ait cette interdépendance en matière donc d'intérêts vous oblige souvent à faire abstraction de certains points d'achoppement passager et de voir maintenant qu'est-ce que au-delà de cette conjoncture, qu'est-ce que nous pouvons mettre en avant pour continuer à parler ensemble, pour continuer à collaborer, parce que les régimes en réalité sont passagers, tandis que les nations et les peuples sont éternels. On s'arrête là pour la revue de presse. Merci à vous, LH Amadé Soro, vous qui avez passé au pain fin ces deux sujets. La clôture de la deuxième édition de l'émission patriotique obligatoire sous le regard, bien sûr, du camarade capitaine Ibrahim Traoré, ce pays qu'il dirige avec beaucoup de courage, en faisant appel à ce que vous avez dit, la vision, le courage et surtout le pragmatisme pour aller de l'avant, faire un bond quantitatif et qualitatif. Et deuxième sujet, la visite du Premier ministre nigérien en Algérie. Bien sûr, on en a parlé. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir, pour mieux nous éclairer la lanterne. Pour la suite de cette émission, nous irons recevoir notre invité. Il sera question de sécurité routière. Juste derrière cette pause. Nous poursuivons toujours l'aventure dans l'émission Bonjour le Faso, et cette fois-ci, notre plateau est consacré à l'ONASER. Et pour parler de l'ONASER, nous recevons Madame Boudnom Nina Samé Neyamego. Elle est la directrice de la promotion de la sécurité routière à l'ONASER. Avec elle, il sera question de parler de cette structure qui fait de bonnes choses pour le Burkina Faso, qui protège la vie des citoyens. Et nous parlons également de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui s'est tenue du 31 juillet au 7 août 2026. On en parlera également avec le port du casque qui est devenu une réalité, et bien sûr d'autres aspects au cours de l'entretien. Bienvenue à vous, Madame Samé. Merci bien. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Merci de nous recevoir. Merci de nous permettre de parler des questions de sécurité routière avec vous ce matin.
Il est question de parler de sécurité routière avec Madame Boudnom Nina Samé, d'ailleurs avec cette casquette qui illustre également la présence de l'ONASER sur notre plateau. Première question, on le dit, la répétition elle est pédagogique, ça peut toujours servir quelqu'un à quelque part. L'ONASER, de quoi il s'agit concrètement? Merci bien. L'Office national de la sécurité routière, ONASER, est un établissement public de l'État à caractère administratif. L'ONASER, organisme directeur de la sécurité routière, est créé le 17 novembre 2008. Il a pour mission la promotion de la sécurité routière. Et à ce niveau, il a réalisé des activités de communication, de sensibilisation et de formation sur la sécurité routière. Et il est aussi réalisé, et dans le cadre de cette mission, l'ONASER collecte les données des accidents de la circulation routière, collecte et traite les données des accidents de la circulation routière. Et également, il apporte un appui technique et financier aux associations de promotion de sécurité routière, aux acteurs engagés pour la sécurité routière. Ensuite, il a pour mission la contribution à l'exploitation du réseau routier. Et à ce niveau, la contribution à l'amélioration des conditions et effectivement d'exploitation du réseau routier. Et à ce niveau, nous luttons vraiment contre la pratique de la surcharge. Voilà. Et donc c'est une pratique qui joue sur la sécurité routière. C'est une pratique qui amortit les infrastructures routières, qui dégrade l'infrastructure routière, et c'est également une pratique aussi qui amortit le moyen roulant. Donc nous luttons contre cette mauvaise pratique qui ne fait que perdre, qui entraîne des pertes sur tous les plans. Et l'ONASER également contribue à la fluidité du trafic routier. Et à ce niveau, nous procédons à l'enlèvement des véhicules en panne ou des véhicules accidentés qui grèvent la fluidité du trafic routier. Il y a également la surveillance du trafic que nous réalisons. Donc, pour la mise en œuvre de ces activités, l'ONASER utilise effectivement du matériel spécifique. Voilà, il y a le camion podium. Voilà, c'est un matériel qui est utilisé pour les séances foraines de sensibilisation. Il nous permet de sensibiliser le maximum des usagers de la route. C'est un matériel c'est un camion qui est équipé effectivement de matériel d'animation, de sensibilisation, de matériel de projection, de matériel de sonorisation. Et avec ce matériel, les sensibilisations peuvent se faire dans les langues locales. Également, autre matériel spécifique, il y a le camion grue. J'ai parlé tout à l'heure de l'enlèvement des véhicules en panne ou des véhicules accidentés qui grèvent la fluidité du trafic routier. Donc, le camion grue nous permet de jouer ce rôle-là. Donc, il y a le camion grue et il y a aussi les radars qui nous permettent de contrôler le respect de la limitation de vitesse. Nous tous, nous savons qu'en agglomération, l'usager de la route ne doit pas aller au-delà de 50 km à l'heure, sauf prescription contraire de l'autorité compétente. Et lorsque nous sommes en hors agglomération, nous ne devrons pas aller au-delà de 90 km à l'heure. Mais lorsque nous transportons des marchandises dangereuses, voilà, des produits dangereux, nous ne devrons pas aller au-delà de 80 km à l'heure. Et autre matériel spécifique aussi, il y a les pèse-cieux mobiles et les pèse-cieux fixes, comme je le disais, qui nous permettent de contrôler la charge par essieu transportés par les véhicules poids lourds. Et aussi, il faut ajouter que nous utilisons aussi des appareils pour contrôler le taux d'alcoolémie. Donc voilà, aussi nous avions des motocyclettes qui nous permettent de faire aussi la surveillance du trafic. Et donc voilà ce qu'on peut dire pour une brève présentation de l'Office national de la sécurité routière.
Voilà qui est bien dit par Madame Boudnom Nina Samé. Elle est la directrice de la promotion de la sécurité routière à l'ONASER. Explication a été donnée sur l'ONASER, l'Office national de sécurité routière, et bien sûr ses différentes compétences. On aura compris que vous investissez pleinement pour protéger nos infrastructures routières et par-dessus tout, protéger la sécurité des usagers sur les différentes artères en respectant bien sûr le code de la route et les prescriptions établies par l'autorité. Nous poursuivons avec vous cette fois-ci avec une facette plus ou moins alarmante. Il faut qu'on donne des chiffres. Question également de permettre aux gens d'avoir une bonne prise de conscience quant à la sensibilisation qui est faite en longueur de journée. Commençons avec le premier semestre 2026 pour chuter après avec le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci bien. Je disais qu'effectivement, l'ONASER, dans le cadre de la mise en œuvre des actions de promotion de sécurité routière, l'Office national de la sécurité routière collecte et traite les données des accidents de la circulation routière. Ces données sont effectivement collectées auprès des unités de police et de gendarmerie nationale. Donc, on peut dire qu'au premier semestre de l'année 2026, c'est-à-dire de janvier au 30 juin 2026, et effectivement, il est enregistré 11 143 cas d'accidents. Voilà, avec 8 997 blessés, 649 tués. C'est pour le premier semestre de l'année 2026. Pour le mois de juillet 2026, effectivement, nous avons pu enregistrer 1744 cas d'accident de la circulation routière et a occasionné 1459 blessés et 113 tués pour le mois de juillet 2026. Donc pour dire que les statistiques, c'est vraiment alarmant. Et il va falloir qu'on redouble d'efforts. Il faut que l'usager de la route revoie ses comportements sur la route. Parce que de ces statistiques, ce qu'on revient, c'est vraiment le facteur humain. C'est l'homme qui est beaucoup plus mis en cause dans ces accidents de la circulation routière, à travers effectivement l'imprudence, voilà, l'ignorance sur la route et le non-respect du code de la route de façon générale, à travers le franchissement du feu rouge et l'usage du téléphone au volant. Et il y a aussi les acrobaties sur la route, et la conduite sur l'effet de l'alcool, et également, je vais dire, l'intolérance et le manque de courtoisie sur la route. Voilà qui est bien dit, des chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 143 accidents pour le premier semestre 2026, 8 997 blessés et malheureusement 649 décès. Et pour le seul mois de juillet, 1744 accidents, 1459 blessés et ironie du sort, 113 tués. On parle, on sensibilise, mais souvent ce n'est pas facile. On avance avec vous, Madame Samé, pour parler de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. C'était du 31 juillet au 7 août 2026 avec un thème interpellateur pour la sécurité, je m'engage, ou encore patriote, je m'engage à être civique sur la route. Faites-nous le bilan de la campagne de sensibilisation opérée par l'ONASER parce que vous étiez pratiquement sur tous les fronts. Merci bien. Effectivement, le ministère de la Sécurité, à travers l'Office national de la sécurité routière, a organisé effectivement du 31 juillet au 7 août la 10e édition de la Semaine de la sécurité routière sous le thème patriote, je m'engage à être civique sur la route. Donc, c'est pour dire que la Semaine de la sécurité routière, c'est effectivement un moment privilégié pour effectivement renforcer la prise de conscience
et promouvoir le changement de comportement au niveau des usagers. Donc, durant effectivement la semaine, nous avons effectivement réalisé des activités de proximité, des activités de communication, de sensibilisation, des activités de contrôle et d'éducation routière, et aussi des activités surtout de sensibilisation de proximité à Ouagadougou et dans les chefs-lieux, dans les autres chefs-lieux de région et province. Et toutes ces activités, vu que la sécurité routière est transversale et multisectorielle, nous avons organisé toutes ces activités en collaboration avec les acteurs et partenaires de la sécurité routière, qu'on pourrait effectivement citer la police municipale, la police nationale, la gendarmerie nationale, et aussi les associations de promotion de sécurité routière. Donc, les activités effectivement ont été réalisées dans 39 localités. Et je vais parler des chefs-lieux de région et chefs-lieux de province. Donc, ce qu'on peut retenir effectivement des activités, c'est que le non-port de la ceinture de sécurité reste vraiment l'infraction dominante chez les automobilistes. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on a pu faire, il y a la sensibilisation et des enfants qui conduisent les engins motorisés. Ça a été vraiment un éclat fort au niveau de la population, vraiment accueilli. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est que la médiatisation même des activités a permis vraiment d'avoir l'adhésion de la population, et surtout au niveau des actions de contrôle. Voilà. Donc, on peut dire que le bilan, on peut noter un bilan globalement satisfaisant, parce que à travers ces différentes activités de sensibilisation, l'ONASER a pu aller vraiment en contact direct avec les différentes catégories et des usagers de la route. Ça nous a permis de faire un rappel effectivement des comportements essentiels à adopter par l'usager de la route pour réduire les accidents de la circulation routière. Donc, l'objectif, c'était pas vraiment de lancer un message, mais d'amener chaque usager à une prise de conscience, sa responsabilité sur la route. Donc, à travers ça, nous avons vraiment, pendant les temps de sensibilisation, insisté sur le respect du code de la route, le respect de la limitation de vitesse, qui est un facteur enclenchant et aggravant des accidents de la circulation routière, le port du casque et de la ceinture de sécurité, et aussi les messages tels qu'il faut éviter de consommer sous l'effet de l'alcool au volant, et aussi l'usage du téléphone pendant la conduite. Donc, la semaine vraiment nous a permis de recueillir réellement les attentes et les préoccupations et les réalités vécues des usagers de la route vraiment sur le terrain. Donc, ça nous a permis de noter que la sécurité, la sensibilisation, c'est dit que ça ne doit pas se limiter seulement à la semaine. Ça doit être quelque chose de perpétuel. Oui, il faut sensibiliser, parce que le changement de comportement, on ne se lève pas du jour au lendemain pour assister à ce changement. Il faut des actions pérennes. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs même notre mission, la promotion de la sécurité routière. Donc, la semaine, on peut dire que les activités de sensibilisation continuent après la 10e édition de la semaine de la sécurité routière. Voilà un message qui nous réconforte. Au-delà de cette semaine dédiée à la sécurité routière, on peut toujours sensibiliser, on peut toujours faire passer le message, et comme l'a si bien dit Madame Samé, aller au-delà du message pour surfer sur la prise de conscience, une condition sine qua non pour changer le paradigme. Madame Samé, toujours avec vous, nous parlons bien sûr du port du casque. Alors dites-nous, qu'est-ce qui est fait concrètement à votre niveau pour que les gens puissent adhérer à cette noble cause, parce que depuis pratiquement quelques semaines, vous êtes au four et au moulin sur les artères de la ville de Ouagadougou et même dans d'autres localités provinciales et régionales. Explication. Merci pour la question du port du casque. Pour un rappel, le tout premier texte sur le port du casque au Burkina Faso date du 30 mars 1978.
Donc pour dire que effectivement le casque doit être le compagnon de route, doit être un réflexe pour l'utilisateur des 2 roues et 3 roues motorisées. Et donc le casque réduit considérablement les conséquences des traumatismes dus aux accidents de la circulation routière. Donc notre ambition à l'ONASER, c'est de faire passer effectivement le casque d'une obligation réglementaire à une prise de conscience sur la route. Voilà. Donc, nous ne voulons pas que le port du casque et l'usager de la route porte le casque par peur, d'être sanctionné. Mais porter le casque pour protéger sa tête, protéger sa santé, parce que ça protéger sa vie, c'est sa santé et l'avenir de sa famille en dépendent. Voilà. Donc, c'est pourquoi l'ONASER, effectivement, dans sa stratégie de mise en œuvre, intensifie des activités de sensibilisation, de communication et d'accompagnement sur le port du casque. Donc, d'abord, on peut dire que effectivement, nous menons régulièrement des sensibilisations et de communication à travers les médias, c'est-à-dire la télé et la radio et les réseaux sociaux, et etc., la presse en ligne, presse écrite, et etc. Et aussi, nous sensibilisons aussi dans les lycées et collèges, et dans les universités, et dans les écoles et instituts de formation professionnelle. Et aussi, nous menons des activités de forums de sensibilisation dans les quartiers, dans les marchés et arts, et sur les routes nouvellement construites et ouvertes à la circulation dans les grandes villes. Et tout ça, c'est pour parler de les conséquences du non-port du casque et aussi montrer l'importance, parallèlement démontrer l'importance aussi du port du casque pour montrer que le port du casque réduit considérablement la gravité, je veux parler du traumatisme crânien en cas d'accident. Et autre stratégie, nous organisons aussi des activités à fort impact, telles que la semaine de la sécurité routière. On peut dire la 7e édition d'ailleurs, s'est tenue en 2023, avec pour thème mon casque, mon compagnon de route. 7e édition de la semaine de la sécurité routière. Et la 8e édition, toujours la semaine de la sécurité routière, avec pour thème mon casque pour la vie. Donc c'est vraiment des activités que nous réalisons pour rappeler quotidiennement l'utilisateur de 2 roues, 3 roues motorisées, de porter le casque pour protéger sa tête, protéger sa vie. Et une des mesures que je peux ajouter, nous travaillons à l'accessibilité du casque. Et une des mesures fortes prises par le gouvernement, c'est le décret de G2005 qui dit, dans le décret, c'est dit que lorsque j'achète une moto neuve, le commerçant a l'obligation de me remettre un casque neuf. Voilà. Et une autre décision a été prise aussi en 2023 pour dire on ne peut pas immatriculer un 2 roues motorisé, un tricycle lorsqu'on ne présente pas le reçu d'achat du casque. Donc, c'est des mesures incitatives pour effectivement conscientiser, amener l'usager de la route à protéger sa tête, à vraiment se protéger sur la route. Parce que la tête n'a pas de prix. Et ce qu'on oublie, il n'y a pas de tête de rechange. Voilà. Donc, tout se passe dans la tête. C'est vraiment la partie la plus fragile du corps humain. Et la tête, c'est comme un œuf, c'est comme une pastèque, c'est comme une calebasse. Donc, vous voyez comment elle est très fragile. Donc, toutes ces actions, c'est pour vraiment rappeler l'usager de la route à protéger la partie la plus fragile de sa tête. Protéger la partie la plus fragile de son corps. Le message, il est clair, limpide comme de l'eau de roche. Nous sommes avec Madame Boudnom Nina Samé Niamego. Elle est la directrice de la promotion de la sécurité routière à l'ONASER. Alors, le port du casque, il est pratiquement devenu une réalité. C'est effectif. Alors, l'ONASER peut tirer un ouf de soulagement, un élan de satisfaction par rapport au travail qui est mené sur le terrain depuis pratiquement belle lurette. Et comme on le dit, qui est un wéré qui est né, il y a toujours du travail à faire, on doit toujours avancer. Nous sommes avec vous, madame.
Merci. Et effectivement, je peux dire que nous pouvons et nous réjouir de constater que le port du casque est progressivement devenu une réalité dans la circulation routière. C'est effectivement un changement important au niveau du comportement des usagers de la route, surtout chez les utilisateurs de 2 et 3 roues motorisées. Et cela montre effectivement que les messages de sensibilisation, de communication commencent à porter fruit. Voilà. Donc, le port du casque doit devenir systématiquement un réflexe. Et d'ailleurs, notre mission qui est la promotion de la sécurité routière, nous cesserons de rappeler l'usager de la route les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Voilà. Et il y a la sensibilisation par la méthode douce et il y a aussi la sanction qui est là. Parce que les textes sont là, il faut aussi appliquer les textes pour effectivement faire comprendre à l'usager de la route que être civique, être citoyen, c'est celui-là aussi qui respecte les règles de la circulation routière. Mais comme je le disais, le port du casque, dans notre entendement, on ne doit pas porter le casque parce que y a le policier qui est à côté, parce qu'il y a le gendarme, parce qu'il y a un agent de contrôle. Mais je dois porter le casque, c'est pour ma vie. Voilà. Donc, nous encourageons vraiment les usagers à poursuivre ce grand effort et à adopter durablement les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Il ne devrait pas avoir un relâchement au niveau du port du casque. On doit maintenir parce que la tête n'a pas de prix. Merci. Et à ce niveau, Madame Sami, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Parce qu'on le sait, à voir vos explications, vous n'allez pas lâcher prise, vous allez toujours rester droit dans vos bottes pour toujours continuer la sensibilisation et nous on veut finir un peu voir ce qui est prévu pour la suite. Est-ce qu'on va toujours intensifier la sensibilisation même au-delà de la semaine nationale de la sécurité routière et pourquoi pas s'il le faut activer la touche répression entre griffes pour dire qu'il faut porter le casque, c'est un impératif pour les personnes les plus récalcitrantes par rapport à cette situation qui est bien évidente. Merci bien. Je dirais que dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'ONASER va poursuivre et intensifier les actions de prévention de la sécurité routière sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il est effectivement prévu des actions, des conférences régionales sur la sécurité routière. On a commencé dans les Banquis et nous étions dans les Gioro et aussi il restera l'étape de Tanua et puis de Guirico. Voilà. Et ensuite, il est prévu d'autres activités de sensibilisation de proximité et nous allons repartir dans les marchés EA, dans les gares routières et voilà, les lieux de mobilisation pour toucher, sensibiliser l'usager de la route, bonne pratique en matière de sécurité routière. Toujours les activités de prévention de sécurité routière et nous allons effectivement continuer les échanges avec la frange jeune de la population. Bientôt, ce serait la rentrée scolaire, donc nous serons dans les écoles. Il y a la rentrée académique aussi dans les universités, les écoles de formation professionnelle pour toujours sensibiliser cette jeunesse-là qui est vraiment l'avenir du peuple, l'avenir du pays et qu'il faut vraiment sensibiliser pour un véritable changement de comportement. Voilà. Et nous allons également réaliser d'autres activités à fort impact telles que la journée nationale de sensibilisation à la sécurité routière instituée le 15 novembre 2008. Voilà. Et il y a la journée aussi de souvenir des victimes d'accidents qui est aussi commémorée au niveau mondial. Et c'est généralement le 3e dimanche du mois de novembre. Donc voilà des activités que nous allons vraiment réaliser ou du moins sensibiliser à l'occasion de ces activités. Nous allons intensifier les activités de communication, de sensibilisation pour un véritable changement de comportement. Parce que l'éducation à la sécurité routière, il faut des actions pérennes.
Et nous sommes toujours avec vous dans ce sens pour accompagner la sensibilisation de votre présence ici sur le plateau de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Eh bien, si vous avez quelque chose à ajouter, nous sommes toujours avec vous pour le faire avec plaisir parce que ça aide toujours lorsqu'on donne des mots de sensibilisation, des mots qui peuvent permettre de changer certaines situations négatives. Comme quoi, chacun a sa partition pour le développement de cette nation. Madame Samé, on termine. Merci bien. Je dirais que la sécurité routière doit être une culture quotidienne. Chacun de nous peut contribuer à sauver des vies, et simplement en respectant les règles et en adoptant un comportement responsable sur la route. Donc, notre message à l'endroit de tous les Burkinabés, c'est vraiment sur la route, chacun doit être responsable. Respecter les règles de la circulation routière, ça c'est protéger soi-même, mais aussi protéger la vie des autres usagers de la route. La sécurité routière est vraiment l'affaire de tous. Et chaque usager peut contribuer à sauver des vies par un comportement irresponsable. Donc, j'invite beaucoup à la prudence, à la courtoisie et à la tolérance sur la route. C'est ensemble que nous allons pouvoir faire des merveilles. C'est-à-dire, ensemble, nous allons pouvoir sauver des vies. Ensemble, nous allons travailler à éviter les accidents de la circulation routière, surtout aux conséquences dommageables. Merci bien. Merci également à vous. On le dit souvent, priorité d'accord, mais prudence d'abord. En circulation, soyons courtois, respectons-nous les uns et les autres. Respectons également le code de la route. La route nous parle lorsque nous sommes en circulation, les feux de signalisation, les marquages au sol et bien sûr ces personnes déployées qui sont tout le temps sur les artères pour nous dire encore de mieux circuler, de bien circuler. Ça, c'est des efforts qui seront faits par le pays, par les premières autorités. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire en retour pour respecter également tout ce qui est déployé pour notre sécurité? C'est de s'octroyer un casque, de porter le casque. Et si vous avez la chance d'avoir une voiture, la ceinture de sécurité, elle n'est pas là juste pour embellir le véhicule, encore moins pour rendre le véhicule encore performant. C'est pour votre sécurité et surtout lever le pied lorsque vous êtes en circulation. Limitation de vitesse, c'est très important. Moins vous êtes trop en vitesse, plus votre sécurité est encore augmentée. Même en cas d'accident, on ne le souhaite pas. Vous avez de fortes chances d'être sur pied les jours à venir. Sinon, vous serez 6 mètres sous pied et là, on va lire une oraison funèbre et après cela, 3 jours, c'est fini. On le dit clairement, il faut souvent dire les choses de façon claire, sinon, franchement, c'est pas aisé. Merci à vous, madame. Un rappel, c'est madame Bounoma Nina Somé, née Yamego, directrice de la promotion de la sécurité routière à l'ONASER, une dame au grand cœur. À chaque fois, elle explique les choses comme il se doit, avec beaucoup de compréhension. Un réel plaisir d'échanger toujours avec elle. Et on va saluer également ce grand monsieur dans l'ombre qui est toujours là à Sahel Média pour piloter les émissions de l'ONASER. J'ai nommé Monsieur Somé, sans oublier également notre élément sur place à la réalisation, Noufou Bonkoumou, qui a pratiquement bien illustré avec les images et de belles vidéos. Restez avec nous pour la suite de cette émission. On se retrouve juste dans quelques secondes pour la suite et la fin. Merfato ga yellan kenda ya wanguro ba ram tiru te ba ram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem waro yelle yelle Hey, c'est Mamou. Oui, Cadet, c'est moi. Ah, tu portes le casque et tu marches à pied. Cadet, tu connais bien mon papa. Il dit qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois. Qu'il ne peut pas payer et la moto et le casque. Il fallait que je fasse un choix.
J'ai pris le casque pour ma sécurité. Mais c'est incroyable ça. Les piétons portent des casques maintenant? Et après? Bon, alors, montre, on va partir. Où ça? Tu as un casque? Non, avec ton histoire de casque là, montre, on va partir. Non, moi je peux pas monter derrière une moto sans casque. C'est pas possible. Tu sais ce qu'on va faire? Moi je suis plus... Non, ça va, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Montre-moi ça. Je vais t'ajouter ça. Vas-y, on se retrouve à l'université. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et pour la suite de cette émission, parlons sécurité routière avec un habitué de ce plateau. Il n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il sera question de transport mixte et bien sûr l'affichage des différents véhicules. Avec notre invité, nous lui posons cette première question. Nous demandons une explication claire et simple de ce qu'on appelle transport mixte. Alors, bonjour les téléspectateurs de Savan TV. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous devrions parler du transport mixte et des surcharges des véhicules. Alors, pourquoi cela? Parce qu'on a trouvé que ça crée beaucoup d'accidents. Donc, c'est un transport qui consiste à transporter en même temps des personnes et des marchandises dans le même véhicule. Donc, au lieu que ça soit, si on veut transporter des personnes, on transporte des personnes. Si on veut transporter de la marchandise, on ne transporte que de la marchandise. Mais ce n'est pas le cas. Donc, constatons que c'est les deux qui sont ensemble. Et c'est ça qui est dangereux. Alors, les personnes et les marchandises doivent être transportées de façon sécurisée. Et le véhicule, si le véhicule s'en est équipé, si le véhicule est bien équipé, alors on peut transporter des personnes et des marchandises. Ça c'est vraiment sécurisé, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ce que nous voyons, ce n'est pas un transport sécurisé. C'est un transport à la va-t'asseoir. Voilà.
Alors, le transport, il doit être sécurisé, sinon on court d'énormes risques. Et avec vous, nous parlons bien sûr des véhicules qui sont habilités à pratiquer ce genre de transport. Alors, quel type de véhicule concrètement est habilité à faire du transport mixte à son cheval de bataille? Bon, alors, ce qu'on a l'habitude de voir généralement, c'est les transports ruraux, c'est-à-dire de ville en campagne, de campagne en ville, et tout ce qu'ils gagnent, ils ramassent. Alors, certains propriétaires de véhicules utilitaires, par exemple les 4x4, les pick-up et autres. Ensuite, les engins à 2 ou 3 roues. Vous savez que les engins à 2 ou 3 roues actuellement, qui transportent des objets volumineux à l'avant et à l'arrière. Souvent même le gars est coincé. Souvent on ne peut même plus tourner le guidon. Et tout ça c'est dangereux. Souvent quand il s'arrête à un feu, vous entendez des coups de klaxon. On croit qu'il a klaxonné sciemment. Or c'est sa marchandise qui fait klaxonner. Tout ça c'est pas normal. Il y a donc les transports de marchandises, les véhicules qui sont affectés au transport de marchandises. Il y a éventuellement les transports en commun de personnes. Alors, que ce soit un autocar ou un autobus, alors on ne doit pas transporter des personnes au même endroit que la marchandise. On va bien expliquer ça plus loin. Alors, je prends par exemple l'exemple des transports de marchandises. Comme son nom l'indique, il ne doit transporter que de la marchandise. Donc, s'il y a des personnes à transporter, ces personnes-là doivent être dans l'habitacle où se trouve le conducteur. Si dans l'habitacle, c'est une cabine de 3 places, alors 3 personnes. Si c'est 5 places, puisqu'il y a des doubles cabines maintenant, alors si c'est 5 places, alors ça pourra aller jusqu'à 5 personnes. Mais jamais les personnes au-dessus de la marchandise, ou bien placer beaucoup de marchandises juste à côté des personnes. Voilà. Donc ensuite, on peut prendre comme un exemple personnes plus animaux, céréales, de la ferraille, du bois, etc. Donc vous voyez par exemple déjà la ferraille, c'est pas bon. Quand vous transportez de la ferraille, ça blesse facilement. Même sans accident déjà, ça peut blesser. Alors ensuite, les personnes transportées doivent être dans l'habitacle où se trouve le conducteur en tenant compte du nombre de places assises. Force est de constater que le propriétaire de la marchandise préfère être dans le même véhicule que sa marchandise. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand, par exemple, quelqu'un loue votre véhicule pour mettre sa marchandise, il ne veut pas emprunter un autre véhicule. Il veut être à côté. Parce que pour lui... avoir une traçabilité de la situation. Exactement. Et ça sera à moindre coût. Puisque s'il change de véhicule, il sera obligé de payer son transport et le transport de la marchandise. Mais s'il est dans le même véhicule, il fait un seul paiement et c'est tout quoi. Voilà. Donc ce n'est pas... Donc tout ça, ça mène vraiment à créer des problèmes. Ensuite, il y a maintenant les transports en commun. Dans un autobus, les passagers ne doivent pas emprunter avec des objets volumineux. Par exemple, les autobus que nous avons en ville, alors quand vous rentrez dans un autobus, on vous permet d'avoir un sac, un petit sac, pas une valise, un petit sac, oui, là, pas de problème. Vous ne devez pas rentrer avec un couteau et tout ce qui peut blesser l'homme, vous ne devez pas rentrer dans le bus avec ça. Alors ensuite, on ne doit pas mettre des marchandises dans les couloirs ou des objets lourds ou tranchants dans le coffre. Vous voyez, souvent dans les autobus, dans les autocars plutôt, il y a des coffres au-dessus des passagers. Il y en a qui mettent des objets qui peuvent bouger. Donc, au cours d'un freinage brusque, quelque chose peut quitter là-haut et tomber sur la tête de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Tout ce qui peut blesser quelqu'un doit être dans la soute à bagages. C'est-à-dire, on doit mettre ça dans la soute à bagages en bas. Comme ça, même s'il y a un problème, il n'y aura pas d'accident grave. Ok. Alors, donc, souvent, les personnes sont perchées sur les toits du véhicule. Vous allez voir des gens qui sont... la marchandise est là et des personnes en haut. Souvent même l'apprenti vend sa place et il préfère être en haut
que d'être dedans. Soit derrière le véhicule, Voilà, ou derrière le véhicule. L'échelle permettant de monter sur... Avec tous les risques qu'il y a. Ouais. Hein? Ah, donc, vous voyez, tout ça, c'est des trucs bon, que réellement nos autorités doivent prêter beaucoup attention et de manière à pouvoir freiner cela. Et tout cela n'est pas sans conséquences. Ça, c'est sûr. Voilà, beaucoup d'inconvénients. Exactement. Et on va juste revenir là-dessus. Alors, il y a donc, en cas d'inclinaison du véhicule, les personnes transportées tombent d'abord et la marchandise sur eux. Donc, dès que le véhicule s'incline, alors, vous savez qu'un véhicule, quand il est chargé en hauteur, son centre de gravité devient plus haut. Donc, ce qui fait que moindre inclinaison seulement, le véhicule ne se relève plus. Il continue, il tombe. J'ai vu une fois un véhicule qui s'est arrêté, là, une roue sur le goudron et les autres roues à terre. Donc, le véhicule était incliné. Et les passagers, en voulant descendre, tout le poids est venu et le véhicule s'est renversé. Bon, vous voyez, c'est pas bon. Donc, quand tu sais que ton véhicule est comme ça, et parce que sur le toit, il y avait beaucoup plus de marchandises que le bas. Donc, le centre de gravité a beaucoup modifié. Et comme le véhicule était incliné, et tout le monde sortait du côté droit, alors ça a amené le véhicule dans ce sens. Et c'est tombé sur eux. Voilà. Alors, donc, c'est des trucs qu'il faut éviter. Ensuite, bon, il y a des blessures des passagers causés par les marchandises, la chute et le déplacement du chargement sur les voyageurs et les autres usagers de la route. Bon, vous pouvez rouler. Par exemple, ceux qui transportent les ferrailles. Si les ferrailles sont mal attachées, parce que normalement, quand on transporte des ferrailles, il faut avoir un grillage, c'est-à-dire un filet qui va empêcher les ferrailles de tomber. Imaginez-vous un véhicule qui vous dépasse et qui vous envoie une flèche sur le dos ou sur la tête. Ah, ce n'est pas bon. Donc, il faut voir ça. Ensuite, les engins à 2 ou plusieurs roues, souvent le conducteur ne voit même plus la route. Il ne voit même pas devant, il ne voit pas derrière, c'est le comble, quoi. Hein? Et souvent même pour tourner les guidons, c'est des difficultés. Alors donc, pour éviter tout ça, alors chacun doit prendre le chargement qui y va avec sa monture. Alors ensuite, la montée et la descente du goudron, c'est comme je l'ai dit, quand vous voulez monter sur le goudron, il faut chercher un endroit plat pour monter. Parce que quand le centre de gravité est haut, la moindre inclinaison du véhicule ne pardonne pas. Donc il faut chercher un endroit qui est plat et pour monter sur le goudron ou pour descendre. Alors, donc, modification du centre de gravité, augmentation de la hauteur du véhicule. Quand vous chargez trop, ça augmente systématiquement la hauteur du véhicule. Donc, en cas de non-respect, savoir adapter son allure, c'est-à-dire quand vous n'avez pas fait ça, alors il faut savoir adapter au moins ton allure. Hein, j'ai vu un véhicule qui a transporté de la peinture sur le toit, et quand il a pris le virage, comme le haut pèse plus que le bas, le véhicule est tombé dans le virage. Oui, donc c'est pour éviter tout ça que l'on dit. Ça va, normalement, quand on prend de la peinture, il faut les poser dans le sol du véhicule. Oui, mais pas en haut. Parce que sinon, le véhicule va peser lourd en haut et la moindre inclinaison est fatale. Donc, en cas d'accident, le chauffeur sera pris pour responsable parce que c'est lui qui charge. Hein, il n'est pas question de dire, ouais, c'est le convoyeur qui a fait ceci, cela. De toute façon, c'est le convoyeur, mais c'est toi qui conduis. C'est toi qui connais les règles de sécurité à faire pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et si tu ne le fais pas, alors la police ou la gendarmerie peut donc vous sanctionner. Alors, même si le véhicule est loué, il sera toujours responsable de ses actes. Et il doit éviter les freinages brusques et tenir compte des plantations aériennes. Souvent, quand le véhicule est haut, on doit passer sous des plantations aériennes ou des arbres. On doit quand même se dire que le véhicule est haut et que souvent même il y a des personnes qui sont perchées sur le haut sommet du véhicule. Et ces personnes-là peuvent être frappées par les branches qui peuvent les tuer éventuellement. Voilà, merci. Merci à vous également. Juste 2 mots pour terminer avec vous dans cette partie consacrée à la sécurité routière. Okay.
Donc, on vous recueille 2 mots seulement pour cette intervention du jour, pour la conclusion. Oui. Alors, donc, c'est pour dire que il faut respecter sincèrement, comment on appelle ça, la règle du chargement. Hein. Et ensuite, il faut bien arrimer votre marchandise. Il faut bien attacher de manière à ce que ça ne bouge pas tout seul. Et si vous devez transporter des personnes dans un autocar ou dans un autocar, on ne doit rien poser dans le couloir. Rien du tout. Parce que quand il y a un problème, personne ne pourra sortir de ce véhicule-là. Hein, puisqu'il n'y a pas de passage libre où les gars pourront sortir facilement. Or, sur un véhicule de transport en commun, il y a quand même des issues de secours. Mais si on ne peut pas y accéder. Alors, il y a éventuellement des centres de gratuité, comme je l'ai dit. Il faut corriger ça parce que si un véhicule est très... Vous voyez, même dans les transports en commun, les autocars et les autobus, la soute à bagages est en bas. Oui. On ne charge plus en haut. Et ouais, tout ça, c'est pour corriger un peu justement la modification du centre de gravité. Voilà, afin d'éviter les accidents. Et c'est tout pour l'émission du jour Bonjour le Faso en cette journée du 28 août 2026. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe technique. Noufou Bon Congo sur la platine de réalisation. Sans oublier Suleiman Nikiem à la console son, diffusion Roland Zagré et tous nos opérateurs, caméramens, cadreurs et toute l'équipe technique dans son ensemble. On vous retrouve à 12h45 pour le journal télévisé de la mi-journée en français, avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. D'ici là, Abzetani Kiema vous retrouvera pour ce beau plateau de l'émission Bonjour le Faso. Quant à nous, on lève l'ancre, on met les voiles, cap sur d'autres aventures radiophoniques, voire télévisuelles. Bonne suite de programme, excellente journée. Juma Moubarak, Vasvid